Imaginez faire 4000% des rentabilités cumulées sur 30 ans d'investissement. C'est ça la performance de William Gons, gérant de fonds Indépendance Expansion. Sa rentabilité est si élevée qu'il arrive à battre les principaux investisseurs du monde, Warren Buffett. Pendant 10 ans, 20 ans et 30 ans, William Gons a battu largement l'investisseur américain. Depuis les années 2000 par exemple, Warren Buffett a cumulé 340%, ce qui donne 6,8% de rentabilité annualisée. William Gons, dans la même période, il a fait 1625%, ce qui donne environ 13,2% de rentabilité annualisée. Bon, et quels sont les secrets des meilleurs investisseurs de la France, de l'Europe et un des principaux investisseurs du monde? Quels sont les ratios fondamentaux? Qu'est-ce qu'il utilise pour analyser les sociétés? Est-ce qu'il utilise de la macroéconomie? Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il a rien caché et il montre tout ce qu'il fait pour bâtir un portefeuille gagnant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager ces contenus avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. On s'y voit très prochainement. Bon, je suis ici avec M. William Gons, gérant de fonds Indépendance AM. Un fonds qui fait des records de performance. Depuis 1993, la performance est de 13,3% par an. Accumulé, ça fait environ 4000% depuis. Et une performance de marché d'environ 770 environ actuellement. William Gons, bonjour. Merci d'être là avec nous. Je vais vous laisser vous présenter rapidement et parler de la performance et un peu de fonds. Et ensuite, je vais vous adresser quelques questions. Bon, je suis le gérant du fonds Indépendance France depuis 30 ans maintenant. J'ai commencé en tant que salarié du groupe Syparex et j'ai racheté la société de gestion à partir de 2001 et j'ai fini en 2007. Nous avons maintenant 4 fonds, un fonds France, un fonds Europe, et toujours small cap, et 2 fonds à horizon. Les fonds à horizon, c'est vous êtes bloqué pendant 5 ans et vous commencez à récupérer votre argent à partir de la 5e année. Donc les fonds à horizon nous semblent tout à fait correspondre aux titres les moins liquides. Si on a envie d'investir dans les titres des petites sociétés, pas très liquides, ça nous paraît un produit intéressant. Et par rapport les fonds France et les fonds Europe, qui sont normalement les stars des gestions, des performances, comment ça a commencé? Est-ce que l'idée d'avoir des small caps depuis le début était bien fixée? La stratégie était établie depuis le début sans changement? En fait, au début, j'avais un fonds européen et j'ai arrêté assez rapidement parce que personne ne peut. Enfin, maintenant, vous pouvez pas imaginer ce que c'était. C'était à l'époque, on recevait les études de broker par la poste, et donc les Italiens devaient les recevoir 3 semaines avant nous. Et même punition pour les rapports annuels, qui en fait étaient publiés au mois de septembre pour des assemblées qui se tenaient au mois de mai. Donc je me suis dit, il y a peu de chances que je batte les gestions italiennes en Italie, et il y a peu de chances qu'ils arrivent à me battre en France. Donc on est devenu spécialisé Small Cap France. La stratégie a été trouvée ou mise en forme assez rapidement. Moi, j'étais un banquier d'affaires et je considère que j'étais un bon analyste. Je considère toujours que je suis un bon analyste, mais que je ne savais pas gérer un portefeuille. J'ai cherché, disons, au début de l'année, à la fin de l'année 92 et début 93, disons, une théorie qui permette de battre le marché. Et je suis tombé en février 93 sur un working paper de Lacochinok qui disait que pour battre le marché, il suffisait d'investir dans les faibles prix sur cash flow. Donc le fonds est devenu un faible prix sur cash flow, mais c'était ce que je faisais déjà pour mon portefeuille personnel, mais à l'époque c'était des price earnings. Et ensuite, parce que je suis analyste financier, je sais que avec 2 ou 3 contraintes, le bénéfice par action ne peut pas croître plus vite que bénéfice mis en réserve sur fonds propres. Donc sauf si vous accroissez l'endettement, sauf si vous accroissez la rentabilité des capitaux engagés. Donc il fallait avoir des sociétés qui aient une forte rentabilité des fonds propres et une faible valorisation en prix sur cash flow. Mais en fait, ça n'a pas grande importance le prix sur cash flow parce qu'on est aussi faible en price earning. Et si j'avais dit qu'on était faible en price earning, on n'aurait pas vu la différence. Enfin, ça aurait été compliqué de démontrer qu'il fallait changer quelque chose. Donc faible valorisation, forte rentabilité des fonds propres. Pendant une petite période de ma vie, j'ai cru que j'avais inventé quelque chose. Et puis j'ai relu Benjamin Graham, que j'avais lu avant, et j'ai découvert qu'il disait strictement la même chose, qu'il disait fondamentalement, pour savoir si une société est une bonne société, il suffit de regarder la rentabilité des capitaux engagés. Donc c'est le côté un peu désespérant, c'est que rien n'a changé. J'ai une petite théorie qui m'est personnelle quand même, j'espère qu'elle est quand même personnelle, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'ont inventée avant moi, qui est que globalement, il est impossible de prévoir l'avenir. Néanmoins, la rentabilité des fonds propres ou des capitaux engagés, mais les deux,
c'est à peu près la même chose, permet de savoir qui a un avantage compétitif. Et que grâce à la réglementation, il ne faut pas dire beaucoup de mal de la réglementation, la concurrence est beaucoup plus lente qu'elle ne le serait dans un modèle parfait. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, j'aime bien cet exemple que j'ai vécu, qui est à un moment, pour gagner bien sa vie dans les fenêtres, il fallait laquer les fenêtres. Et j'étais actionnaire de FP2E, qui était un producteur de fenêtres. Et entre le moment où ils ont décidé de laquer les fenêtres, parce qu'ils les sous-traitaient avant, et qu'ils ont laqué leurs premières fenêtres, il s'est écoulé 5 ans. Et donc, si vous êtes un concurrent et vous dites, tiens, FP2E gagne bien sa vie en laquant les fenêtres, vous dites, oui, mais ça va me prendre 5 ans pour laquer ma première fenêtre. Entre-temps, FP2E va progresser sur la courbe d'expérience. Donc, il se peut que dans 5 ans, ma productivité soit trop mauvaise, ou il se peut que dans 5 ans, plus personne ne veut de fenêtre laquée. Donc, FP2E est assez tranquille pendant 5 ans, ce qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on a appris à l'université avec le modèle de concurrence pure et parfaite. Donc, le fait d'investir dans des sociétés qui ont des très fortes rentabilités et des capitaux engagés, vous permet, pas toujours, parce que ça serait trop beau, mais de dormir relativement tranquille. Très bien. Et à cette époque, en fait, comme vous avez dit, ça a commencé en 1892. Si je ne me trompe pas, la première version des What Works on Wall Street, c'était 2003 ou c'était un peu avant? À cette époque, ça a été confirmé par les statistiques aussi, parce que je sais que vous utilisez ça comme une bonne source. Pour moi, c'est la Bible de vrais analystes financiers. Est-ce que cette étude est arrivée après pour confirmer ou non? Vous aviez à l'époque une autre étude pour confirmer aussi statistiquement la sous-valorisation des sociétés comme une variable importante des surperformances? Disons, à partir du moment où vous admettez qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'avenir, le fait d'investir dans des sociétés mal valorisées semble évident, parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles vont avoir de gros problèmes. D'accord. Là, on va parler de Verallia aujourd'hui. Verallia a un price earning de 7. Enfin, il y a plus ou moins une constante, c'est le price earning historique d'à peu près tous les marchés, c'est 15. Et bon, quelque part, le marché pense que Verallia va avoir d'énormes problèmes. Pour être franc, je ne sais pas lesquels. Et donc, je me dis, bon, il est probable qu'ils n'auront pas plus de problèmes que la moyenne des sociétés cotées. Donc, c'est un bon investissement. D'accord. Et quelles sont les particularités de cette méthode? Ok, sous-valorisé, mais par rapport à quoi? Quels sont les ratios, les principaux ratios surtout? Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à avoir des rentabilités des capitaux engagés supérieures à 20%, à la fois pour l'Europe et pour la France, alors que le marché pour la France est plutôt 7, avec des price earnings qui sont inférieurs à 12, alors que le marché est supérieur à 15. Sur l'Europe, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la base de données, mais on soupçonne que ça ne doit pas être très différent. Donc, la rentabilité des capitaux engagés ne semble pas être un facteur considéré comme primordial par les gérants ou par les analystes. Et à ce titre, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'études que je lis où on me dit la marge de la société X est élevée, donc c'est une belle société. Il y a beaucoup moins d'études qui me disent la rentabilité des capitaux engagés de la société Y est superbe, vous devriez l'acheter. Bon, c'est comme ça. Et je pense que c'est pas tout à fait par accident que la rentabilité du fonds sur longue période, qui est à peu près 13%, ressemble étrangement à la rentabilité des fonds propres des sociétés du portefeuille. D'un point de vue analyse financière, c'est logique. Non, c'est que la corrélation qui devrait exister existe parce qu'on a l'habitude qu'on ne trouve jamais ce que la théorie nous annonce, mais bon, c'est pas complètement absurde. D'accord. Et par rapport aux critères, vous utilisez ça dans un screener, vous appliquez les prix au cash flow inférieurs à telle valeur, PR inférieur à telle valeur, pour trouver déjà quelques sociétés pour analyser, parce qu'il y a quand même le nombre de sociétés disponibles en France, c'est assez élevé. Le screening nous permet à peu près d'avoir 100 sociétés. Okay. Et si on descend un peu plus à fond, on arrive à 60. D'accord. Donc, il y a 876 sociétés cotées en France. Notre vrai cœur de métier, c'est à peu près 100 sociétés. Et cet univers est assez stable. D'accord. Alors, c'est ça qui est frappant. C'est, en d'autres termes, si vous faites des parfums, vous avez des chances d'avoir un price earning de 20. Si vous fabriquez des boulons, votre price earning sera plus proche de 10. Mais il n'est pas sûr que vous gagnez moins d'argent en faisant des boulons qu'en faisant du parfum. Et à titre
anecdotique, la rentabilité des capitaux engagés du champagne n'est pas très bonne. Mais tout le monde imagine que les boîtes de champagne gagnent des milliards, mais c'est pas vrai. Compte tenu de l'ampleur des stocks, la rentabilité n'est pas si forte que ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous et Peter Lynch il disait quelque chose pareil, qu'on a beaucoup d'avantages d'investir sur des business qui sont chiants, qui sont fatigants. C'est beaucoup plus cool de parler j'ai investi sur Tesla ou j'ai investi sur Amazon, j'ai investi sur Google que de dire j'ai investi sur une société qui fait des cheminées. Donc il a aussi ses côtés peut-être, c'est peut-être sans biais, ce sont des biais comportementaux mais ça existe. Moi j'avais rencontré un gérant en privé cette fois-ci qui achetait des titres pour en parler avec ses clients. Ah ouais. Donc c'était, ça me permet d'avoir une conversation qui m'est agréable pour moi avec un client. Voilà, bon, il y a des tas de raisons. Tesla, ça permet de parler en fait. C'est sûr, c'est sûr. Il y a une étude intéressante des Charles Schwab par rapport aux marchés américains des années 2000 à 2020 qui montre en fait ils ont essayé de séparer l'espèce enceinte dans les critères growth et dans les critères value. Et les critères value, c'est avoir un prix sur chiffre d'affaires inférieur à 1. Et pour les critères growth, c'est avoir 5 ans de croissance des chiffres d'affaires de 15% par an. Ce sont ça les critères qu'ils ont utilisés. Ils ont tracé la courbe et ils ont trouvé en fait que depuis les années 2000, la quantité des sociétés qui respectent ces critères value, ça veut dire prix sur cash flow inférieur à 1, est tombée d'environ 200 sociétés à environ 60 actuellement en 2022-2023. Et le nombre des sociétés growth est tombé également de 200 à 110. Mais en fait, la décroissance de ces taux-là pour les sociétés value était beaucoup plus importante. Vous avez une expérience qui date depuis les années 90. Est-ce que vous avez trouvé un peu plus de difficultés après la bulle de l'Internet, après les années 2000 pour trouver des sociétés value? Ou est-ce que les nombres sont constants depuis les débuts? Il est constant en fait. D'accord. Cette année, c'est très facile. Normalement, on est obligé d'investir dans des sociétés, des small cap et pas dans des mid. Et cette année, on ne sait pas pourquoi, les mid, il y a des tas de mid qui sont pas chers. D'accord. Probablement parce que, comme il y a eu 50 surperformances des grandes, plus personne n'achète des petites. Et en plus, il y a un autre facteur d'après moi, c'est qu'en fait, en tant que produit d'investissement, les small cap n'ont pas pour concurrence les grandes, mais plus le private equity. D'accord, ok. Et en fait, comme le private equity a fait un très très bon marketing, qu'en plus, ils ont globalement, grâce à un très bon lobbying, ils ont expliqué que les particuliers devaient pouvoir faire du private equity parce qu'on les privait d'une source de richesse. Les particuliers qui avant auraient pu acheter des small caps, maintenant achètent du private equity. Et en plus, les conseillers adorent le private equity parce que pendant quelques années, vous êtes tranquille, ça baisse pas. Alors que bon, la bourse, ça monte et ça descend tous les matins. Enfin, par rapport à une clientèle, c'est quand même plus dur à défendre. C'est sûr. Il y a des études récentes que j'ai lues qui montrent exactement une étude de CD O'Shaughnessy, c'est lui qui a écrit What Works on Wall Street, qui montre en fait que pour l'investisseur particulier, il peut avoir les mêmes niveaux de rentabilité promises que les private equity, entre 12, 13, même 16% par an sur les marchés américains, simplement en choisissant une stratégie value quality sur les micro-caps des sociétés entre 50 et 300 millions. Voilà, il y a plein d'études qui montrent aussi que les particuliers peuvent faire mieux qu'un private equity, que l'argent reste illiquide pendant quelques temps. Donc, c'est un sujet hyper intéressant. Monsieur Higons, cette opportunité de discuter avec vous, ça me permet aussi de poser quelques questions que mon audience sûrement va me demander après. Michael, mais pourquoi t'as pas posé cette question? Donc, je dois les poser. Quels sont les critères du screener que vous utilisez pour commencer les filtres? Marge d'exploitation avec X%, PR avec X%. Quelles sont les valeurs que vous utilisez dans les screeners à ces moments? Alors, le screening, c'est price earning inférieur à 12, prix sur cash flow inférieur à 10, rentabilité des fonds propres supérieure à 9, marge d'exploitation supérieure à 5, mais on peut descendre à 4 quand on a deux exceptions. Enfin, je pense qu'on en a que 2, mais on doit en avoir plus que ça. Mais le travail temporaire, les gens gagnent très bien leur vie avec des marges très basses. D'accord. Donc, on a du travail temporaire, ce qui prouve qu'on ne respecte pas nos critères tout le temps. Mais c'est le screening, c'est à peu près ça. Et croissance du chiffre d'affaires. D'accord. Ça, c'est un critère très important. Par exemple, croissance des chiffres d'affaires sur les 12 derniers mois, sur les 3 dernières années. Toujours. Disons, sur les 12 derniers mois, il faut qu'il y ait de la croissance. Voilà. D'accord. Parfait. Bon, c'est répondu pour les plus curieux. Je sais qu'ils vont vouloir créer les mêmes screeners pour sélectionner des sociétés. Mais là, ça vient à une autre question. Pourquoi les autres gérants ne font pas la même rentabilité si votre stratégie, elle est montrée ici, clairement, devant tout le monde? En fait,
Disons, bon, enfin, il faut savoir que les êtres humains dont je fais partie sont présomptueux. Donc, et on peut le prouver, hein, si vous avez envie de le prouver, c'est assez facile. Vous posez 10 questions avec la réponse est un chiffre et vous demandez aux gens de donner la bonne réponse avec un intervalle de confiance de 90%. Normalement, si vous posez les questions suffisamment dures, les gens vont se tromper 7 fois sur 10. Alors qu'ils pourraient dire à chaque fois 0 à l'infini et ils auraient 100% de réponse. Donc les gens sont présomptueux et les gérants donc sont présomptueux et pensent pouvoir prévoir l'avenir. Ça, c'est l'erreur pour moi de base, mais c'est pas absurde de dire qu'on peut prévoir l'avenir. Je pense que d'un point de vue marketing, c'est une très bonne stratégie. D'accord. Admettons que vous soyez un homme riche et que vous allez voir 2 gérants et le premier gérant vous dit « je suis incapable de prévoir l'avenir », le deuxième vous dit « je prévois l'avenir ». À qui allez-vous donner votre argent? La réponse au deuxième, c'est évident. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'on gère très peu finalement. Et donc ça, c'est le premier point. Et en fait, le gérant qui dit « je suis capable de prévoir l'avenir », il rend un service parce que la personne qui investit en bourse, elle est stressée. Donc, si vous dites « je suis capable de prévoir l'avenir », vous le rassurez. Et le fait d'être rassuré, ça n'a pas de prix. Quand même, peut-être c'est mieux de ne pas être rassuré et avoir une rentabilité plus importante, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas un très bon argument de vente, hein. Moi, je suis frappé par le fait, bon, globalement, on est quand même le meilleur fonds action en France sur les 30 dernières années, ce qui est d'autant plus facile que sur 30 ans, je dois être le dernier, donc c'est bon. Mais il y a pratiquement que 4 personnes qui m'ont appelé un jour en disant « vous avez des bonnes performances, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Il y a d'autres choses qui jouent finalement. D'accord. Le marketing est important. Ok, et 30 ans en train d'appliquer cette stratégie, il y a eu des moments où vous aviez des doutes, des moments que c'était difficile de résister, de garder exactement la même stratégie pendant 30 ans, parce qu'il y a des biais. Ça n'a pas été très difficile en fait. Début 2000, je commençais à avoir une pression de mes actionnaires très très forte. Heureusement que le crack est arrivé parce que je ne sais pas, peut-être que j'aurais été viré si ça avait continué comme ça un peu plus longtemps. Non, mais je me rappelle très bien, il y avait un de mes actionnaires qui m'avait dit je comprends que ce n'est pas conforme à votre stratégie, mais vous avez qu'à acheter un titre qui ne peut que monter, qui évidemment a déposé le bilan quelques mois après. Mais bon, 2000 c'était dur, mais en 2000, je voyais très très bien que c'était une bulle. D'accord. Donc, de ce côté-là, j'étais assez confortable. Et en fait, il y a un livre dans The Intelligent Investor et la version de 49, parce qu'il faut se méfier, Intelligent Investor, il n'a pas du tout dit la même chose en 49 qu'en 60, et c'est pas les mêmes livres. Ça, j'ai découvert ça très tard. Mais en 49, il avait fait un espèce de tableau sur quand est-ce qu'il y a une bulle. Il faut absolument que vous ayez ce tableau-là, parce qu'il y aura de nouveaux débuts un jour. Et tous les critères en 2000 étaient remplis. C'était les journaux sérieux du genre Le Monde qui n'ont jamais parlé de bourse, mettre la bourse en première page. Les chauffeurs de taxi vous parlent de la bourse. Enfin, il y avait des tas de trucs comme ça. Donc 2000, c'était relativement facile. Bon, il fallait résister à la pression amicale de mes actionnaires. Et en fait, la pire année pour moi, c'est 2009. Bon, 2008, j'ai plongé comme le marché, mais j'ai fait un tout petit peu mieux que le marché. Et 2009, j'avais hésité en me disant qu'est-ce que je fais? Soit je garde mon portefeuille intact en me disant 2008 est un accident et on fait rien, soit je continue à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je n'ai pas de boîte en perte dans le portefeuille. Et j'ai choisi de n'avoir que des sociétés bénéficiaires en me disant, et là j'ai eu tort, que le marché allait se dire les sociétés bénéficiaires en 2008, c'est des très belles sociétés, donc on va leur mettre une prime. En fait, d'après moi, mais c'est une théorie fumeuse, les gens normaux sont sortis de la bourse en 2008, ou du moins n'ont rien acheté en 2009, et il n'y a que les Spillers qui sont venus en 2009. Donc en fait, ils ont acheté les titres qui avaient le plus baissé en 2008. Et il y a des sociétés qui n'ont jamais été bénéficiaires, mais qui ont monté, je crois, de 400% en 2008. Donc c'était le critère, c'était plus ça baisse, mieux c'est. Plus ça a baissé en 2008, mieux c'est. Et donc là, pour moi, c'est la pire année en relatif. Je pense quand même que c'était une bonne stratégie, mais elle a été une bonne stratégie à partir de 2011. C'est-à-dire, grâce au fait que la croissance a été faible après 2008, les gens ont apprécié les sociétés qui étaient solides, mais il a fallu attendre 2 ans pour que la stratégie que j'avais choisie se révèle bonne. Sur What Works on High Street, on peut y trouver quelques stratégies qui fonctionnent sur les longs termes, qui sont rentables. Non, moi, j'aimerais bien avoir une stratégie chiffre d'affaires. D'après What Works on Wall Street, c'est la meilleure stratégie. Et à un moment, j'ai voulu lancer un fonds comme ça, et je suis allé
allé voir des prospects et je leur ai expliqué que personne ne savait pourquoi ça marchait, mais que ça marchait. Et là, personne n'a voulu investir. Sauf une personne qui m'a dit, j'investirai dans votre fonds, mais je sortirai de l'autre fonds. Donc, je me suis dit, bon, somme nulle, j'ai pas voulu. Mais intellectuellement, j'investirais bien dans un fonds où je créerais bien un fonds chiffre d'affaires. Et quelle est votre théorie aujourd'hui par rapport à cette information que les sociétés sous-cotées par rapport aux marchés en termes de ratio capitalisation divisé par les chiffres d'affaires? Pourquoi ce type de société a la tendance de performer mieux sur le long terme? Alors moi, mon explication, je l'avais trouvée avec quelqu'un qui m'avait parlé du Vietnam, donc c'est compliqué, et qui m'avait expliqué que les grossistes au Vietnam vivaient avec des marges si faibles qu'ils ne pouvaient pas créer une filiale sur place. D'accord. Donc d'après moi, dans le monde normal, il y a un niveau de marge en deçà duquel les gens ne veulent pas travailler. D'accord. Donc pour simplifier, si vous avez une marge de 1%, personne ne voudra travailler à moins de 1%. Donc votre marge ne peut qu'augmenter. D'accord. Je pense que c'est un peu ça. Ça paraît logique. Hein. En fonction du risque, peut-être que la marge de 1% est 3% dans certains secteurs, mais qu'il y a une logique de se dire, il y a un niveau de marge qui ne peut pas baisser. Enfin, on peut toujours perdre de l'argent, hein, mais globalement, il y a pratiquement plus de concurrence à partir d'un certain niveau de marge. D'accord, très bien. La prochaine question, c'est par rapport à la diversification. On sait très bien les fameux graphiques avec la volatilité, les nombres d'actions qui au-delà des 30 ou 35, on ajoute plus de la diversification par rapport à une rentabilité et par rapport à la rentabilité qu'on peut trouver dans les marchés. Pourquoi la majorité des fonds ont 50, 60, 80 actions? Je sais que votre fonds est un peu plus concentré, il a 40, mais les poids principalement, il est concentré sur les principales lignes. Mais pourquoi cette diversification extrême sur les fonds normalement? Bon, le fonds France, qui est la plus longue historique, est concentré de façon, de façon à peu près rationnelle, mais je suis quasiment seul à trouver ça rationnel. Donc globalement, on a une constante, mais qui est un accident, qui est 13 lignes représente la moitié du portefeuille. Mais il y a des études qui démontrent qu'à partir de 20 lignes, la diversification améliore pas la baisse de la volatilité, pour simplifier. Donc pourquoi en faire plus de 20? Notamment pour des raisons réglementaires, les lignes qui représentent plus de 5% ne doivent pas représenter plus de 40% du portefeuille. D'accord. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas avoir 8 lignes, donc ça c'est interdit réglementairement. Après, si vous faites des small caps, de temps en temps, vous avez des titres qui ne sont pas assez liquides, donc vous faites une petite ligne. Après, si vous connaissez, vous savez qu'il y a des sociétés qui vous intéressent, mais si vous n'en avez pas un tout petit peu dans le portefeuille, vous l'oublierez, donc vous en mettez aussi. Et après, alors dans le cadre de la façon dont je gère le fonds, globalement, je sais que les premières lignes, les 15 premières lignes font la performance et je considère que le reste fera l'indice. D'accord, très bien. J'ai investi sur les small caps depuis quand j'étais encore au Brésil, au marché brésilien, après en France, aux États-Unis. Et pour moi, c'est clair que les small caps ont plus de potentiel. On peut pas comparer une société avec 100 millions de capitalisation avec une autre qui a des centaines de milliards. Le potentiel est beaucoup plus élevé sur une petite. Aussi, les grandes sociétés d'aujourd'hui, un jour, elles étaient des petites sociétés. Donc, c'est logique, en fait, la croissance. Est-ce que la surperformance des big caps qu'on a actuellement sur les marchés, c'est une erreur statistique? Est-ce que ça dure peu de temps ou on a un gros changement qui arrive dans les marchés, à votre avis? Pour moi, le gros changement, c'est le private equity. Je pense que tous les gens qui investissaient dans les petites valeurs ont investi dans le private equity à la place. D'accord. Donc, en fait, il faudra que le private equity aille mal ou qu'il rachète toutes les sociétés, toutes les small caps, parce que dans les deux cas, c'est pas mal. Mais pour moi, les small caps, on a comme concurrent le private equity et pour le moment, jusqu'à très, très récemment en tout cas, le private equity était une pompe à attirer des capitaux et notamment les institutionnels, au lieu de faire des small caps, faisaient du private equity. Nous, on voit, parce qu'on fait quand même un peu de commercial, et quand on voit des institutionnels, on en a rencontré beaucoup, ou même des privés, qui nous disaient « Aujourd'hui, je n'ai pas du tout de small cap ». D'accord. En revanche, ils ont tous du private equity. D'accord. Bon, on peut aussi expliquer la surperformance du CAC 40 ou de S&P 500 du Nasdaq avec la très bonne performance des 5, 6 ou 7 sociétés, parce que les restes, en fait, ont rien fait sur les dernières années. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Dans les bonnes performances d'un indice, c'est toujours une ou deux valeurs. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais ce qui est plus étonnant, c'est que l'écart de valorisation entre les petites valeurs françaises et les grandes valeurs s'accroît. Donc, on ne peut même pas dire que la sous-performance des petites valeurs, c'est parce que leurs résultats sont mauvais. En fait, c'est simplement qu'elles sont de moins en moins chères par rapport aux grandes. D'accord. Normalement, ça devrait s'arrêter un jour. Si vous
pensez que les marchés sont rationnels. D'accord, très bien. Maintenant, Monsieur Egon, je vais vous poser 5 questions. Je voudrais bien, si vous pouvez répondre juste avec oui ou non. Je sais que certaines questions ici, c'est pas oui ou non. Vous voyez, mais vous allez compter oui. Si c'est 60% oui, donc c'est oui. Et ensuite, on va revenir sur chaque question pour voir, pour analyser les arguments et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ce sont des questions posées plusieurs fois par les abonnés. Donc, ils sont curieux pour savoir votre réponse. Donc, on va commencer avec la première. Oui ou non? Vous utilisez la macroéconomie pour décider si vous achetez ou si vous vendez? Non. Non, très bien. Vous utilisez l'analyse technique, regardez Non. les supports, etc. Non. Vous regardez ce que les médias disent par rapport à telle société ou des sites des finances pour prendre des décisions d'achat ou vente? Non. Vous avez un objectif des cours. Vous faites les calculs des valeurs intrinsèques pour décider si vous devez rentrer sur une société. Ça, c'est un critère que vous utilisez ou pas? Oui ou non? Oui. Et vous faites de momentum sur les portefeuilles ou pas? Oui. Ok, donc je suis sûr que parmi les 3 premières questions, les gens sont étonnés et je suis heureux parce que moi non plus, j'utilise pas la macroéconomie. Bref, il y a certaines variables importantes. Les taux montent, ça va toucher quelque chose, mais c'est pas un critère simplement pour commencer à vendre toutes les sociétés qui ont un impact du taux d'intérêt. Mais on va commencer avec la macroéconomie. Vous utilisez pas du tout, vous utilisez Non, la macro, quelques données. J'étais un économiste plutôt macro à l'origine. Et en fait, assez rapidement, j'ai vu que ça me servait à rien pour la gestion du portefeuille. D'accord. Donc, je ne lis plus rien que publié par l'OCDE ou des gens brillants. Ça, il est clair que je m'en sers pas. Ok. Et donc, on peut dire que vous faites plutôt une analyse bottom-up. Ça veut dire vous analysez si la société elle est bonne et ensuite les Oui, conséquences c'est qu'il peut y vraiment avoir du dans la bottom-up. macroéconomie. Ouais, ouais. Ok, très bien, très bien. Et l'analyse technique, pas utile du tout? Non, j'y crois pas, absolument pas. Ça n'a jamais été prouvé. Donc, Très bien. Ouais, et surtout, il y a un livre d'un influenceur très connu, je vais pas citer des noms, mais c'est sous-entendu, qui dans sa première page, il dit ici, je vais vous expliquer l'analyse technique, parce que c'est la méthode d'analyser les sociétés la plus étudiée, la plus efficace du monde. À ce moment donné, là, j'ai fermé les livres, j'ai jamais continué sur la 2e page, mais ça va. 3e question, c'est par rapport à les médias. Vous pensez qu'il n'y a rien d'utile sur les médias, sur les non, on lit tout, mais c'est pas un facteur important dans la prise de décision. D'accord, très bien. Surtout que les rapports financiers, c'est les principaux documents. Oui, non, mais les rapports financiers, en fait, il y a beaucoup de gérants qui se plaignent parce qu'il paraît que enfin, d'ailleurs, j'étais là, donc, quand, disons, dans les années 90, il y avait des belles études de brokers sur les small cap, etc. La réponse, oui, mais elles étaient nettement moins bonnes qu'un rapport annuel d'aujourd'hui. Donc, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'on ne l'avait dans le temps. D'accord, très bien. Il faut lire les rapports annuels, ce qui est pénible, ça, je le reconnais. Et par rapport à l'objectif des cours, donc la valeur intrinsèque? On a des modèles d'évaluation, mais on tourne un peu au sein de notre propre univers. C'est-à-dire qu'on regarde la société la plus chère de notre portefeuille et la société la moins chère. Et généralement, on va vendre la plus chère et acheter la moins chère. Et si on veut acheter un titre, il faut qu'il améliore, entre parenthèses, la valorisation du portefeuille. Très bien. Maintenant, je vais aller un peu plus loin dans ça. Je vais savoir si cette décision de vendre la plus chère et acheter la moins chère, elle est faite une fois par mois, une fois par trimestre. Comment vous prenez cette décision? En fait, ça dépend plutôt si on a des idées d'achat ou pas. Et si vous voulez acheter quelque chose, on est toujours investi à 100%. Donc, si vous voulez vraiment acheter, il faut vendre. Ok, d'accord. Si j'ai beaucoup d'idées d'achat, ce qui m'est arrivé au mois de juin, il y a beaucoup de ventes aussi. Et là, bon, c'était dans le courant du mois. Ok, parfait. Et donc ça, c'est un sujet aussi qui est en liaison avec les momentum. Est-ce qu'il a les meilleurs moments pour acheter? C'est pas les timings, hein. Comment vous utilisez les momentum sur l'achat et sur la vente, en fait? Alors, le momentum, il faut respecter le momentum, d'après moi. Ne pas faire que du momentum, mais se dire qu'il n'y a pas que les gérants qui achètent des actions. Il y a des concurrents, il y a des clients, il y a des fournisseurs. Et si jamais un titre qui est pas cher baisse, disons, de plus de 20% par rapport à l'indice, normalement, il vaut mieux pas y toucher. D'accord, ok. Alors, si vous avez de même, si un titre monte très vite et que vous pensez qu'il devient trop cher, vous avez intérêt à le vendre lentement tant qu'il monte. D'accord. Et pour vous, trop cher, c'est quoi? Pas rapport les concurrents, pas rapport les portefeuilles, pas rapport les marchés? Trop cher, enfin, nous, on est assez pingres. Donc, disons, normalement, on ne regarde pas les sociétés qui ont un pricing supérieur à 15. À partir de 17, normalement, on commence à vendre sérieusement. Et à partir de 20, on vend. On vend sous
une année où on l'a pas fait. J'ai jamais compris pourquoi en 21 on l'a pas fait. Donc si jamais les gens surveillent très bien ce que nous faisons, ils peuvent dire en 21 vous l'avez pas fait. Mais je pense que c'était la progression des cours était si rapide qu'on a été un peu pris par la vitesse des hausses. D'accord. Mais normalement, 20 c'est vraiment une barrière. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avec notre système, comme les sociétés mal valorisées sont à peu près toujours les mêmes, on a quand même la moitié du portefeuille France qui a été détenu plus de 10 ans sur les 30 dernières années. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le portefeuille depuis 10 ans, mais qu'on les a achetés puis vendus, etc. D'accord, très bien. Et donc, ici, une société de portefeuille, elle fait, pas pour les marchés, elle fait moins 20%. Ça veut dire que c'est à la vente en direct. Vous vendez la société, point barre. Si c'est la plus forte baisse depuis un certain temps, parce que le temps, on le détermine ça par contre, on est assez subjectif. De temps en temps, on va dire tous les 6 mois, on regarde le portefeuille, on regarde la ligne qui a le plus baissé sur 6 mois, et normalement, on s'en va. Parfait. Et vous pensez que les particuliers ont des avantages ou des inconvénients? Parce que la majorité font des achats réguliers, des achats mensuels, parce qu'ils vont recevoir un salaire et vont investir. Les fonds, ça dépend des investissements que vous recevez, des particuliers, des sociétés, la collecte, et après la décollecte aussi, des clients peuvent sortir. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un avantage ou pas pour les particuliers de faire des achats réguliers? C'est un avantage de faire des achats réguliers parce que ça vous permet de faire, entre parenthèses, de bons achats quand le marché s'effondre, alors si vous êtes normal, quand les marchés s'effondrent, vous n'avez aucune envie d'acheter, quoi. Très bien, très bien. C'est ce que j'imaginais. Personnellement, dans notre formation, dans notre communauté d'investissement, nous avons plus de 500 personnes. La majorité font le suivi de mon portefeuille, donc j'imagine votre responsabilité avec un montant d'argent beaucoup plus élevé, beaucoup plus de gens. Pour moi, c'est déjà une pression importante. Pendant la période des baisses à la fin 2020, en 2022, quand surtout les sociétés américaines ont effondré des 30%, 35%, c'est les moments justement où avec les achats réguliers, on a pu renforcer les portefeuilles. Donc aujourd'hui, par exemple, avec quelqu'un qui a fait des achats sur les Russell 2000, exactement avec les mêmes montants, avec la même date, ils sont moins 20% par rapport à notre portefeuille qu'il y a 2 ans d'âge. Donc moi, et comme vous, je ne me considère pas que j'ai pu devenir les futurs. J'utilise juste une décote des sociétés par rapport à la moyenne de marché et on analyse les 7 heures. Mais je juge qu'en fait, au-delà du bon choix d'action, il y a aussi les managements. Il y a l'effet d'acheter pendant les baisses de marché. Et la question, tout ça pour vous poser une question par rapport aux managements. Vous jugez que les managements, c'est si important que la sélection d'actions ou non? Toujours la sélection des bonnes actions, ça va gagner d'un management qui est pas très rigoureux. En fait, nous, on pense qu'il faut être toujours investi à 100%. Ok. C'est clair qu'on est toujours investi à 100%. Je le resterai jusqu'à la fin de ma vie professionnelle, notamment parce qu'au mois d'avril 2020, j'ai écrit un article pour Option Finance, cas où vous auriez oublié, le marché s'était effondré probablement de 30% en quelques mois. Et j'avais dit, j'ai 15% de cash et j'avais rajouté, c'est une erreur. Et heureusement que j'ai écrit cet article parce que grâce à ça, j'ai supprimé le cash assez rapidement et à partir du mois de mai, le marché a monté et de mai à mai, on a fait 100%. Donc le fait d'avoir du cash, ça peut être très, très mauvais. Donc jamais de cash, ça c'est clair. Non, parce qu'on est des êtres humains et quand il faudrait investir, on a envie de vendre, ça paraît normal. Très bien, très bien. Et pourquoi ne pas élargir les fonds sur des autres... Vous êtes déjà sur l'Europe, sur la France, mais pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas sur les pays émergents, par exemple, la même stratégie? Ça serait trop de travail. Non, mais on connaît quand même très très bien les sociétés du portefeuille et c'est quand même un petit avantage compétitif et on n'a pas envie de l'abandonner. Néanmoins, sur l'Europe, où on connaît quand même moins bien les sociétés, on a à peu près les mêmes performances. Donc effectivement, bon, on pourrait faire un fonds très quantitatif monde. Oui. Enfin, la prochaine étape pour nous, c'est plutôt de faire un fonds Europe all cap, mais avec une forte pondération de valeur moyenne. D'accord, très bien. Et vous pensez que les fonds Europe peuvent avoir une performance différente du fonds France? Ça veut dire même peut-être plus performant. Est-ce qu'il y a une différence dans l'univers français par rapport au reste de l'Europe? Non, en fait, pendant longtemps, on a à peu près les mêmes ratios sur l'Europe et sur la France, donc on devrait avoir les mêmes performances. L'année dernière, on a eu les mêmes performances.
performances. Sur 3 ans, on a à peu près les mêmes performances. J'ai jamais vu pourquoi il y aurait un écart. Au début, le Fonds Europe a dû avoir de meilleures performances parce qu'il était plus petit, mais on était moins bon parce qu'on connaissait moins bien les valeurs. Donc, quand un fonds est petit, normalement, il marche mieux, ça d'accord. Mais bon, maintenant, oui, non, normalement, il devrait marcher mieux parce qu'il est plus petit. C'est un gros avantage compétitif parce que vous avez moins de market impact. Mais par ailleurs, l'équipe connaît très très bien les valeurs françaises et on connaît moins les valeurs européennes. Mais l'information est meilleure sur les valeurs non françaises. Ah, mais il va y avoir un problème sur les mid-cap françaises parce que la qualité de l'information, notamment des sociétés suédoises, est nettement supérieure à celle des sociétés françaises. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il faut que les sociétés françaises fassent un effort de communication si elles veulent rester dans les radars des gérants européens. D'accord. Et vous pensez que discuter avec les PDG des sociétés, ça ajoute un peu d'alpha sur les portefeuilles ou pas? J'ai un doute. Disons, je pense que ça évite de faire des erreurs, mais il faut rester très modeste après avoir rencontré un dirigeant. Ils vont toujours dire des belles choses. Non, mais c'est compliqué. Je viens de lire le livre de James Montier, Behavioral Finance. Je crois que c'est Behavioral Finance. C'est un énorme livre qui vous fait peur quand vous le voyez. Quand vous le recevez chez vous, vous dites jamais je lirai ça. Il donne 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller voir les chefs d'entreprise. Et je vais les citer parce que je viens de le lire, donc au moins que ça serve à quelque chose. La première raison, c'est que les chefs d'entreprise sont trop optimistes pour leur propre société. Donc, l'argumentaire, c'est de dire aux États-Unis, il y a une enquête et les sociétés disent toujours qu'elles feront mieux que l'économie américaine, alors que l'enquête est tellement large qu'elle fait l'économie américaine. C'est le premier point. Deuxième point, les gérants sont incapables de savoir si le dirigeant ment ou dit la vérité, parce que personne n'est capable de le faire. Là aussi, il y a des études qui le démontrent. Troisièmement, les gérants n'écoutent que ce qui va dans le sens de ce qu'ils croient. Donc, c'est pas la peine parce qu'on n'écoute que ce qui va dans notre sens et on oublie ce qui va pas dans notre sens. Et qu'est-ce qu'il disait encore? Il y avait 2 autres arguments qui m'échappent. Ah oui, non, c'est que plus vous avez d'informations en tant que gérant, plus vous êtes sûr d'avoir raison, alors que votre performance, entre parenthèses, ne s'améliore pas au bout d'un petit nombre d'informations, en fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous êtes cynique, vous dites, une fois que je sais que la rentabilité des fonds propres est élevée, ça suffit. Si on me dit, j'ai une usine avec une productivité pas possible, oui, et alors, est-ce que ça ajoute une information supérieure à la rentabilité des fonds propres? La réponse est non. Mais vous allez vous dire, là, je connais bien la société, je ne peux pas me tromper. Et en fait, on peut toujours se tromper. C'est pour ça aussi que vous préférez les sociétés familiales, parce que normalement, les PDG, la famille va faire moins de marketing aussi sur les résultats. Ils vont juste être un peu plus cohérents par rapport à la réalité, c'est ça? Non, mais en fait, il y a un biais, d'après moi, entre les sociétés familiales et les sociétés non familiales. C'est qu'en fait, les sociétés familiales, le principal actionnaire, c'est elle-même, et donc elle se moque un peu des actionnaires extérieurs. Il faut quand même qu'on arrête la plaisanterie en pensant que les dirigeants adorent les actionnaires. Normalement, elles sont clairement, dans les années 90, c'était vraiment leur cadet de leurs soucis. Et donc, elles n'essayent pas d'impressionner en disant, moi, j'ai des projets superbes et je vais doubler le résultat en 5 ans. Alors que les salariés, notamment quand ils ont des stock options, ont tendance à survendre ce qu'ils sont en train de faire, en espérant peut-être qu'ils vont être débauchés avec un salaire plus élevé compte tenu de ce qu'ils vont réaliser. Et donc, le discours des sociétés familiales entraîne moins des cours élevés que des sociétés non familiales. Et vous avez donc dans votre stratégie des secteurs que vous évitez à tout coup, genre ces secteurs-là, même avec des cotes des 50-60%, j'y rentre pas. Les cartes mères, disons, l'informatique, on y est pas mal, mais disons les secteurs les plus, de temps en temps on y va, mais honnêtement c'est généralement pas une bonne stratégie. Les secteurs cycliques, on a un mal fou, mais ça a toujours été le cas des values. Les values, c'est extrêmement difficile parce que en fait, il faut acheter quand les price earnings sont élevés et vendre quand ils sont bas. Et on n'est pas fait pour ça, donc on n'est pas bon. Néanmoins, si on regarde Eramet, c'est 4 fois le résultat de l'année dernière. Ils sont encore profitables cette année. On a tendance à en acheter. D'accord, très bien. Et vous connaissez par cœur quelles sont les 3 sociétés les plus gagnantes de l'histoire de fonds depuis 1893 jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les sociétés qui ont fait la plus grosse multiplication? Alors, de mémoire, il y a eu Vallourec. Multiplication par combien? Là, j'en sais rien.
C'était Ok. au début des années 2000. Ok. Il y avait Montupet où on a fait 8 fois. Ok. Valorex, ça doit être à peu près le même. Enfin, c'était très important, c'est tout ce que je peux Ok. dire. Et après, on avait bien gagné sa vie sur Beneteau de 93 à 2000. En Mhm. fait, c'était assez simple. Enfin, je garantis pas l'exactitude des chiffres, mais on Ok. avait acheté ça à 3 fois le cash flow. On l'avait Mhm. vendu à 10 fois le cash flow. Et le cash flow a été multiplié par 2 en plus. D'accord. Donc, en fait, oui, ça devait faire à peu près 8 fois sur la période, même Et plus. je suis sûr qu'il y a des abonnés qui vont revenir sur cette information. Et donc, je reviens sur une question que j'ai posée avant. Ça veut dire que pendant que Beneteau faisait, par exemple, sa multiplication, elle présentait à chaque trimestre des bons résultats, il n'y avait pas un moment où elle a touché, par exemple, un PR supérieur à 20. Parce que ça déclenche dès le début ou la vente complète Non, d'après de notre mémoire, stratégie. non. De D'accord. mémoire, en fait, nous, on était plus pris sur cash flow. Donc, D'accord. effectivement, nous, on supporte que les prix sur cash flow atteignent 10. OK. Et donc, à l'époque, on a fait 3-10. Et à un moment, mais je pourrais le dire maintenant, mais je ne l'ai pas dit depuis longtemps, je disais qu'il fallait toujours investir les sociétés qui avaient un prix sur cash flow de 3 et que c'était pas la peine de les analyser parce que si on les analysait, on les achetait pas. On faisait comme le marché, on se disait il y a un problème, il fallait pas y aller. Très bien, très bien. Et psychologiquement, quels sont les biais qui vous évitez? Les biais pour les values, c'est de devenir amoureux du portefeuille. D'accord. Donc on l'est, hein, on finit par l'être, mais on sait que c'est le danger. Et le dernier cas où vraiment on l'a fait, c'est OB. Fin 2021, le price earning devait être élevé, à peu près à 17. C'était la société la plus chère du portefeuille et on aurait dû commencer à alléger. Bon, comme ils n'ont pas fait d'erreur pendant 21 années, on s'est dit, bon, il y a une surcote, mais elle est méritée. Résultat, le cours est passé de 60 à 42, donc on a quand même perdu un maximum d'argent. Et ça, c'est le risque des values. Hein. Il y a deux risques, en fait, des values. Il y a le premier risque, c'est de se dire, je suis très intelligent et c'est pour ça que ça marche. Donc, c'est pas parce que j'achète des titres pas chers, je peux acheter des titres chers, ça marchera aussi. Et le deuxième biais, c'est de dire, enfin, j'ai eu des bonnes performances, c'est pas parce que j'ai acheté pas cher et que j'ai attendu, c'est parce que les sociétés du portefeuille sont superbes et donc je les garde parce qu'elles sont superbes. Et donc ça, c'est les deux écueils qu'il faut éviter. Et très bien. Une question posée par l'audience. S'il fallait commencer un portefeuille aujourd'hui et commencer par 5 sociétés pour garder, évidemment, avec un biais de long terme, quelles seraient les sociétés que vous choisissez maintenant pour composer ces portefeuilles? Alors, S2I, je l'ai depuis 2000. Ça, c'est le biais de la belle société que j'aime. Mais c'est un price earning de 12, a priori, donc c'est pas aberrant non plus. C'est un petit Alten, pas d'erreur et une forte exposition à la Pologne qui croît très rapidement et qui est la première ligne du portefeuille. Technip, qui vient de sortir un carnet de commandes ahurissant du genre, j'ai 5 ans d'activité devant moi. Le troisième, ce serait Veralia, qui est très mal valorisé. La quatrième, ce serait Katana, un fabricant de catamarans qui mal valorisé. S'ils arrivent à développer une gamme dans le moteur, ils auront un relais de croissance. Bon, s'il y a une récession, ils souffriront un peu, mais ils sont mal valorisés. Donc on en a 4, une cinquième. Oui. Steph, qui est qui est une société impressionnante sur le long terme. C'est la température sous température dirigée, qui est devenu leader européen de ce marché-là, qui marche bien depuis les années 90. Moyennant quoi, c'est peut-être moins rentable que les autres sociétés, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'immobilier. D'accord, très bien. Pas tout à fait dans le cœur de notre stratégie, mais on est assez impressionné par la qualité du management et la façon dont ils ont développé la société en devenant. Bon, ils sont leaders français, ils sont leaders italiens, ils deviennent européens. La croissance est quand même impressionnante. Très bien, très bien. Je vais commencer à poser certaines questions de la partie finale. Je pourrais rester ici jusqu'à demain, mais les temps comptent pour vous. Et je voudrais vous poser une question par rapport à les erreurs. Est-ce que peut-être il fallait changer quelque chose pendant cette trentaine d'années que vous managez les portefeuilles? Est-ce qu'il y a une erreur à éviter, quelque chose de changement? Est-ce qu'il fallait changer quelque chose au début pour éviter une erreur qui est arrivée en 2010? Je ne sais pas. Quelque chose comme ça qui est arrivé ou pas? En fait, le momentum est arrivé pour corriger des erreurs. Ok. C'est-à-dire, à un moment, quand un titre était dans le portefeuille qui baissait, j'en achetais systématiquement. Et après, il y avait une annonce catastrophique. Donc ça, on a arrêté. Ok. Vous commencez à couper tôt, en fait. Oui, en fait, mais c'est grâce à James Montier. Hein. James Montier avait démontré que les particuliers, mais après, on a vu que les investisseurs professionnels faisaient la même chose, vendaient des titres qui surperformaient le marché, alors que s'ils avaient
vendu le titre qui avait le plus sous-performé dans leur portefeuille, ils auraient amélioré leur performance. D'accord. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je fais la même chose. Ok, très bien. Et donc, c'est les sujets aussi, hein? Vous avez des livres à recommander? Alors, Ça le peut être livre 3, le plus 5, facile à lire, c'est The Little Book of Behavioral Investing de James Montier, toujours, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Après, j'aime bien le livre What Works on Wall Street de O'Shaughnessy. Disons, bon, la méthodologie est un peu limite, mais les bases sont assez intéressantes parce que ça montre toutes les stratégies qu'on peut suivre à peu près rationnelles et quels sont les résultats. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'était pas très stressé, c'est qu'on s'est toujours attendu à ce que notre stratégie ne marche pas 3 ans de suite. On n'a pas dépassé les 2 ans. Mais c'est ça que la majorité des particuliers comprennent pas. Qu'en fait, on peut avoir une stratégie qui bat largement les marchés, mais elle va pas fonctionner à chaque année. Monsieur Higons, j'ai déjà expliqué quelques fois sur ma chaîne, mais je vous laisse essayer d'expliquer. On ne sait jamais quand est-ce qu'une stratégie marche et toutes les stratégies doivent marcher au moins une fois, sinon personne ne les suivrait. Et donc, si on est value et qu'on a un lecteur de O'Shaughnessy, on sait que les values peuvent avoir des mauvaises séries et dans le What Works on Wall Street, la mauvaise série, c'est 3 ans au pire. Donc nous, depuis que je gère ce fonds, je m'attends à avoir 3 ans pourris, au pire. Mais ça ne fera pas changer de stratégie parce qu'il n'y a pas des stratégies qui marchent mieux. Pour le moment, on s'est arrêté à 2 ans, mais même si on avait 3 ans, on ne changerait pas de stratégie. Une des principales erreurs des particuliers, je trouve, par rapport à ça, c'est qu'ils sautent des stratégies une après l'autre et donc ils tombent jamais sur la période justement haussière ou la meilleure période de chaque stratégie. Donc ils passent 5, 6, 7, 8 ans dans la bourse avec des rentabilités inférieures à un simple ETF ou inférieures par rapport au marché parce qu'ils vont pas garder vraiment les stratégies sur les longs termes. Et ça revient sur un sujet qu'on a discuté au début de la vidéo, qui c'est l'effet, je vous ai demandé pourquoi les autres gérants n'arrivent pas à battre les marchés. Et une des raisons, c'est parce que les gens, simplement, sont présomptueux et donc ils vont pas vouloir garder une stratégie qui c'est pas vendable, ou simplement ils vont pas avoir la mentalité qu'il faut pour garder une stratégie sur les longs termes. Donc, en fait, tout ça match. Tout ça, on revient sur la première non, mais il y a question. aussi le facteur, c'est en fait, il n'y a aucune stratégie qui marche à court terme, statistiquement. Et que la plupart des gérants ont l'ambition, qui est légitime d'ailleurs, de battre le marché l'année en cours. Et ils ont l'impression, notamment avec le momentum, qu'ils vont y arriver. Ou qu'en lisant les études de brokers, ils vont voir quel est le titre, entre parenthèses, qui est à la mode et qui donc va monter. Mais fondamentalement, moi, j'ai jamais lu une étude sérieuse qui dise en faisant ça, vous allez gagner de l'argent à 6 mois, ça marche. C'est plus en faisant ça, au bout de 3 ans, ça devrait marcher, quoi. Monsieur Higons, maintenant je vais lire en fait un petit paragraphe. C'est vous qui vous avez dit ça en 2021. Il y aura une question ensuite. Vous avez dit, tout le monde est d'accord. C'était une conférence en 2021 avec des autres gérants des fonds d'investissement, juste pour vous donner un peu de contexte. C'est une vidéo disponible sur YouTube. Tout le monde est d'accord pour dire que la value n'a pas fonctionné pendant 10 ans. Il se trouve qu'aucun fonds France nous a battus sur cette période. Donc, quelles sont vos ambitions pour la vingtaine d'années qui vont venir? On a des ambitions assez modestes, hein. C'est de faire 3% de mieux que l'indice sur les 20 prochaines années. Très bien. Si on a un alpha de 3%, on dira merci, hein. Et c'est vrai qu'avoir un alpha, un écart très grand par rapport aux marchés, c'est difficile à la fin. Et cet alpha, si on va les décomposer en petites parties, quelles sont les variables qui font ça? Les bons choix d'action, les managements, les faits de discuter avec les dirigeants? En fait, on a un alpha de 5% actuellement et on avait backtesté la stratégie et on voyait que la stratégie justifiait à peu près un alpha de 4 et tout ce qu'on faisait en plus, c'était 1%. Ok. Et ces 1% des plus, quelle est la théorie de ce que c'est. Personne ne sait. Peut-être que c'est la chance, mais c'est peut-être le travail. On pense que c'est le travail, sinon on arrêterait. Mais bon. La chance est le côté des gens qui travaillent, donc je suis complètement d'accord avec vous. Et vous avez élargi l'équipe justement pour avoir des gens qui travaillent sur les fonds Europe. Est-ce que vous faites les managements du portefeuille français et européen ou non? Les fonds Europe, vous ne les touchez plus? C'est quelle équipe? Tout le monde fait la France. Et disons, souvent, c'est quand même les jeunes, mais ils ne sont pas si jeunes que ça,
qui amène de nouvelles idées. Et sur l'Europe, j'ai un droit de veto, donc je ne suis pas si actif que ça que sur l'Europe. Et donc, je valide les nouvelles lignes. En revanche, ils sont assez libres sur les pondérations, mais ils n'abusent pas parce que... Non, mais c'est assez amusant parce que, disons, moi, j'ai des pondérations extrêmes. Alors qu'eux, ils sont beaucoup plus proches de l'équipondération. Ok. Et vous trouvez ça positif ou négatif? Jusqu'à présent, ils ont les mêmes performances que moi, donc c'est plutôt meilleur parce que théoriquement, c'est moins risqué. Mais je ne vais pas changer de stratégie parce que moi, je calcule tous les jours, enfin pratiquement, la performance pondérée et la performance médiane. Et la pondérée est toujours meilleure que la médiane. Donc, il y a peu de chances que j'équipondère le portefeuille. Mais en plus, il y a des gens atroces qui m'ont expliqué un jour sur un forum qu'ils n'achetaient que les premières lignes de mon portefeuille et qui me battaient régulièrement. Donc, Et qu'est-ce que vous pensez de ça, des gens qui vont sur votre site et ils peuvent regarder les lignes et qui essayent de copier? Je sais très bien qu'il y a un management à côté, l'analyse des rapports, la vitesse n'est pas la même. Peut-être vous pouvez acheter une action les 5 août et les gens vont avoir les rapports les 5, je sais pas, octobre. Ouais, mais je pense que ça ne fait pas tellement d'écart. De temps en temps, on se dit que comme il se trouve qu'on a des bonnes performances, si les gens nous imitent, c'est peut-être bon. Très bien. Surtout qu'ils vont renforcer des lignes que vous êtes actionnaire déjà. Vous avez tout compris, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence sur l'analyse des sociétés suédoises par rapport aux françaises? Culturellement, dans les marchés, il y a quelque chose on doit faire attention sur des autres pays qu'il n'y a pas en France, par exemple? Ou non, en Europe, c'est plutôt la même chose? Non, on ne voit pas la différence. D'accord. Très bien. Ok, parfait. Monsieur Higons, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Mes abonnés sont anxieux pour voir cette vidéo aussi et m'envoient des messages pour demander quand que ça serait possible. Bref, votre travail, c'est vraiment hyper intéressant. Vous écrivez un peu de l'histoire dans la bourse. Peut-être vous vous rendez pas compte de ça, mais si vous étiez américain ou brésilien, peut-être il y aurait des interviews 2 fois par semaine sur les plateaux de télé. Je peux vous assurer. Peut-être en France, c'est pas encore le cas. La finance, peut-être, c'est un sujet un peu tabou. Et la dernière question, avant de vous laisser, est-ce que vraiment vous pensez que l'investissement boursier en France, il est encore un tabou? Les gens font de l'immobilier parce que tout le monde parle de ça. Oui, non, personne fait non, mais les actions, c'est... Enfin, pour moi, ce qui caractérise la France, c'est que les gens très riches font de l'immobilier. Et un peu de private equity, mais les gens très riches font de l'immobilier. Au contraire, aux États-Unis, les foyers, la moitié font des investissements pour la retraite dans la bourse. Oui, mais c'est pas le cas en France. Ouais, dommage. Un jour, ça va changer. Vous faites déjà un boulot pour changer ça. Je vous remercie. Et William Higons, je voudrais aussi, peut-être un autre jour, si quelqu'un de votre équipe qui fait les managements de portefeuille français est disponible pour discuter avec moi aussi, ça serait un plaisir. Je vais vous envoyer un mail si ce serait possible. Ouais, je serais très content de pouvoir discuter avec quelqu'un de l'équipe aussi. OK? Très bien. Je vous remercie de votre temps. C'est génial. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.